Le podcast que vous vous apprêtez à écouter fait partie d'une série BRCA J'en parle, conçue en partenariat avec les associations de patients BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Comprendre, échanger, s'exprimer sur ces différents cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas liés au gène BRCA est important, essentiel même. Merci à celles qui ont accepté de témoigner avec leurs mots, leur cœur, leur fragilité et leur force pour que chacune, chacun puisse mieux comprendre afin de mieux dépister, mieux prévenir et peut-être un jour guérir. Laetitia, votre maman a été touchée par le cancer lié à la mutation génétique BRCA lorsque vous aviez 19 ans. Et vous avez appris que vous étiez vous aussi porteuse de ce gène BRCA, donc potentiellement plus à risque de développer un cancer qu'une autre femme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une toute jeune femme de 22 ans lorsqu'elle apprend cette mauvaise nouvelle ? J'ai l'intime conviction de déjà savoir que je suis porteuse, alors qu'on ne le sait même pas encore pour ma mère. C'est pour moi une évidence au moment où la sentence tombe, en fait, et c'est peut-être fort de dire que c'est un soulagement, mais en fait, en tout cas, on a une réponse et une explication logique, en fait, à ce qu'on appelait auparavant presque une malédiction familiale. Et donc, du coup, il y a une vraie résonance dans cette idée d'expliquer de façon factuelle et scientifique qu'on a cette prédisposition et donc ce risque accru de développer ces cancers. Chez nous, c'est pas qu'un risque, puisque en fait, ça n'a pas sauté de génération, puisque c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère qui ont toutes développé à un âge précoce. Et donc, pour moi, je sais que je suis la prochaine, en fait, sur la liste. Voilà, le sentiment. Donc, forcément, ça bouscule tout, parce que je sais que si je ne fais pas quelque chose quasi immédiatement, parce qu'il y a un vrai sentiment d'urgence, c'est-à-dire que le fait de savoir, ça me permet d'accéder à la suite. Et la suite, pour moi, c'est très clair. J'ai voulu savoir pour agir. Et agir, pour moi, c'est pas suffisant avec l'idée d'une surveillance par imagerie, puisqu'en plus, ma mère s'était pliée à faire ses examens, sa routine, en fait, tous les 6 mois, voire tous les 1 an. Et qu'elle est passée, du coup, cette tumeur, en fait, est passée presque au travers des mailles du filet, puisque en très peu de temps, elle a eu cette tumeur invasive, intracanalaire, très agressive. Donc, pour moi, en fait, je sais très bien que la surveillance ne va pas me permettre, si vous voulez, d'empêcher ce cancer de naître s'il doit naître. Et donc, voilà. Donc, j'ai très vite en tête de réaliser cette ablation préventive sur des tissus encore sains, puisque je veux pas que la maladie puisse avoir le dessus sur ma vie, en fait. Alors, précisons, Laetitia, que tout ceci a démarré il y a 15 ans. Vous avez en tête cette résolution. Mais voilà, un événement vient contrecarrer l'opération. Vous nous racontez ? Oui, en fait, au moment où j'apprends que je suis porteuse, je ne le sais pas encore, mais comme j'étais au début de ma vie sentimentale, je projetais de me marier et on projetait de faire un bébé. Et en fait, on a eu très très vite cette super nouvelle de savoir que j'étais enceinte. Et pour le coup, c'est vrai qu'on s'est attelé à recevoir vraiment cette nouvelle en espérant avoir une parenthèse à un moment donné dans ce parcours médical et dans ce choix. Et je me suis dit, si la vie décide finalement de me donner cet enfant aussi rapidement que je le souhaitais, avant même d'avoir eu cette information capitale, en fait, je dois absolument prendre soin de mener cette grossesse à terme et rien ne doit venir, en fait, entraver ce bonheur et puis peut-être aussi ma fraîcheur, ma candeur, mon innocence. Et voilà, pour vivre cette aventure le plus sereinement possible. Donc, je décide volontairement de mettre tout ça de côté parce que, en plus, la maladie de ma mère progresse à grande échelle. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de vivre ça avec elle
et de me dire que presque je vais être protégée pendant cette grossesse, de ne pas me tracasser et que je ferai tout ça après avoir eu mon bébé. Seulement, c'est vrai que comble de l'ironie du sort, je ne savais pas forcément que c'était une fille, et il se trouve que voilà, donc cette première grossesse, voilà, j'ai donné vie à une petite fille qui a maintenant 15 ans. Alors, c'est une petite fille, Laetitia, mais si ça avait été un garçon, les risques de transmission auraient été aussi possibles. Donc, le fait d'avoir une fille, c'est pour vous quoi? C'est comme le signe d'une continuité entre vous et votre maman? Oui, je pense que, en tout cas, il y a une transmission évidente qui se serait peut-être faite différemment avec un garçon, parce qu'on a eu une relation quand même très fusionnelle avec ma mère. Et c'est vrai que, en fait, tout est revenu en tête si j'ai pu avoir cette tranquillité d'esprit, en tout cas pendant les mois de grossesse, à la naissance de Lana. Finalement, dès ma rencontre et dès ce premier regard, en fait, c'est vraiment tout mon cœur de mère et ma poitrine qui est saisie, puisque je refuse de l'allaiter. En plus, je rentre un peu en bras de fer avec les sages-femmes à l'époque qui ne comprennent pas forcément l'histoire d'une façon générale. Donc, c'est vrai que très vite, en fait, finalement, dans la maternité, je comprends aussi ce caractère d'urgence d'agir pour elle, pour éviter qu'elle vive en fait ce que moi je suis en train de vivre avec une maman malade. Donc c'est vrai que tout se bouscule très rapidement. Et c'est vrai que dans les mois qui vont suivre sa naissance, je vais très vite reprendre les contacts en fait finalement avec les chirurgiens. Je vais d'ores et déjà entreprendre ces consultations pour trouver celui qui acceptera de me le faire. Et c'est sûr que je pense que oui, le fait que ce soit une fille et dans son regard, et donc forcément j'ai encore plus de volonté d'agir le plus rapidement possible. Comme vous l'avez dit, Laetitia, votre petite fille Nell s'appelle Lana. Vous décidez de subir donc une mastectomie. Vous la ferez quand Lana aura 2 ans. Mais avant, comment se passent ces premières années de votre vie de maman? C'est pas simple parce que moi, je suis au chevet de ma mère H24. C'est vrai que, comme j'ai dit, la maladie en fait n'a cessé d'évoluer, de progresser. Entre-temps, elle s'est fait enlever un poumon parce qu'il y avait des métastases. Donc, en fait, je profite absolument pas du tout de sa venue. C'est très compliqué pour moi. Je suis vraiment obligée et presque tenue de mettre tout ça de côté. Alors, on célèbre quand même plein de choses, plein d'événements, et on a pour en tête aussi de faire baptiser Lana parce que voilà, c'était très important pour moi que ma mère soit là. Donc on va tout accélérer en fait dans cette première année. Si la maladie est déjà là par procuration en fait au travers de ce que vit ma mère, donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est lourd de sens. Moi j'ai l'impression qu'on me vole aussi un peu ces moments-là en fait. Et puis en fait c'est vraiment au décès de ma mère. Donc Lana avait tout juste 1 an, on venait de faire son baptême en septembre, elle décède au mois d'octobre. Et en fait c'est vraiment à son décès que là je me dis en fait c'est pas possible. Il peut pas se passer ça parce que le fait qu'elle soit fauchée en fait en pleine vie, en pleine force de l'âge à 47 ans, moi toute jeune mère en fait, voilà, tout ça prend une tournure, une dimension en fait tragique qui me fait en fait terriblement peur et du coup voilà, l'angoisse va devenir invivable en fait. Et à chaque fois que je regardais Lana, en fait, je comprenais que pour la voir grandir, en fait, je me projetais. Il fallait absolument que je puisse me mettre moi à l'abri. Et donc voilà, j'ai entrepris ensuite derrière son décès. De toute façon, j'ai accéléré le process pour moi. Et je pense que j'ai été vraiment là pour le coup, on ne peut plus déterminer. C'est-à-dire que personne n'aurait réussi à me dissuader, même si on a essayé de tempérer, hein, vraiment. Au cours des différentes consultations, je n'ai pas rencontré de chirurgien contre, mais c'était difficile de trouver un chirurgien pour. Et moi, j'avais quand même vraiment besoin de quelqu'un qui
légitimer cet acte compte tenu en fait du choc psychologique dans lequel moi je me trouvais pour pouvoir me projeter à nouveau en fait dans ma vie de mère et de femme aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça a vraiment été ça mon intention première, et puis j'avais envie de profiter de ma fille aussi et de ma vie sans avoir en fait cette crainte dans l'immédiat. D'autant plus que je vais apprendre très vite que j'ai une cousine germaine qui va déclencher son cancer en fait aussi à 29 ans. Et voilà, je sais à ce moment-là que c'est possible aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce discours auprès des médecins et je finis par être entendue et je finis par faire ce saut dans le vide, voilà, parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et je veux même pas qu'on me parle de reconstruction ou d'esthétique en fait au départ. Je veux vraiment qu'on m'enlève voilà, cet obstacle de vie, en fait, ces obus, enfin voilà, quoi. Mes seins représentent vraiment des bombes, quelque chose qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de respirer. Alors, vous vous faites opérer, comment vivez-vous l'après? C'est vraiment pas simple parce que effectivement au réveil on a cette sensation de se sentir tout de suite beaucoup plus légère parce que forcément on vient de nous enlever. Alors moi très clairement c'est comme si on m'avait enlevé la maladie. Alors je sais bien que c'est un raccourci qui est violent, mais en fait sans l'avoir développé j'avais quand même l'impression que c'était nocif pour moi et ma santé. Donc j'ai quand même ce soulagement aussi au réveil, mais très vite des douleurs qui sont violentes, avec vraiment ce sentiment voilà d'être de ne plus me reconnaître dans ce buste mutilé, ankylosé, engourdi. Je sens plus du tout, j'ai plus aucune sensation en fait vraiment du départ de la naissance de mon cou en fait jusqu'à mon abdomen en fait jusqu'à mon nombril. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est informe, il n'y a pas de forme d'ailleurs. Il y a une douleur qui est là physiquement et qui se gère alors avec quelques antalgiques, mais la douleur morale et mentale en fait d'avoir dû faire ce geste et ce sacrifice en fait elle est tout de suite immense de conséquences. Ce corps, Laetitia, vous fait souffrir physiquement, psychiquement. L'image de votre corps est bouleversée, mais vous allez trouver une solution pour vous relever. Vous nous racontez ça? Les médecins n'arrivent pas à, comment dire, et même les psychologues que je vais voir derrière n'arrivent pas du tout en fait à me relever par rapport à ça. Pour moi, j'ai été détruite physiquement en fait, voilà. Et quelque part, la maladie n'a pas explosé, mais il y a autre chose qui a implosé, qui est beaucoup plus violent et qui a causé quand même un dommage corporel important. Donc c'est vrai que finalement, me sentant pas forcément secondée et soutenue en fait sur toute cette partie-là, moi je vais devoir faire un travail sur moi vraiment fastidieux pour essayer de récupérer ma féminité, ma coquetterie. Voilà, m'accepter à nouveau dans les vêtements. Il a fallu que je change un certain nombre de choses parce que c'est vrai qu'avant, j'osais plus facilement les décolleter. Là, je suis vraiment très complexée. Voilà, j'ai l'impression que le regard est toujours porté. En plus, avec les prothèses, j'avais quand même un volume qui était assez important. Donc, au départ, on a même pensé que j'avais subi une augmentation mammaire pour les gens qui n'étaient pas au courant de ce que j'avais subi parce que je suis restée vraiment très discrète par rapport à ça. Donc, voilà, dès que je mettais quelque chose, j'avais l'impression que tout le monde allait penser que c'était une opération de chirurgie ratée, avec évidemment des creux tout de suite qui se sont ensuite faits parce que à certains endroits, quand on gratte et on vient gratter très haut, il y a des creux à la naissance du décolleté sur lequel moi je psychotais énormément. Donc oui, je vais faire ce travail-là. Je vais décider moi de laisser mon poste de chargée de com pour travailler sur mon image et donc je vais entreprendre une formation pour devenir moi-même coach en image. Et en fait, je suis moi-même mon propre cobaye en fait pendant ces mois et ces semaines de formation où j'essaye d'apprendre comment bluffer, comment essayer d'éloigner le regard d'une zone de complexe. Enfin voilà, je vais vraiment mettre tout ça à profit. Me sentir plus forte aussi. J'avais pas envie en fait que ces marques m'entaillent
et qu'elle fasse de moi celle que je n'étais pas en fait. J'ai toujours été une jeune femme joyeuse, gaie, et puis bien aussi dans mes baskets. Et j'avais envie de retrouver ça. Vous vous battez, alors assez rapidement, changement de vie professionnelle, vous rencontrez un nouveau compagnon car votre vie conjugale a aussi été soumise à rude épreuve. Puis un jour, votre sœur vous appelle pour vous parler de la déclaration d'Angelina Jolie qui a subi une double mastectomie. Alors ça vous fait réagir. Expliquez-nous. Oui, ça me fait réagir parce qu'en fait, vraiment, à ce moment-là, on a du mal à se dire 15 ans avant que finalement, cette trajectoire de vie assez atypique va quand même être vécue par une des icônes d'Hollywood les plus glamour, les plus... c'est un sex symbole, en fait, Angelina Jolie, à l'époque où elle fait cet aveu. Je veux dire, ça a aussi cet impact-là parce qu'elle est... sulfureuse par tout ce qu'elle représente aussi en tant que femme, mais aussi par tous ses atouts. Et c'est vrai que c'est assez dingue en fait. C'est limite crédible au moment où on en parle. Alors comme vous venez de le dire, moi mon couple a volé en éclats. J'ai eu énormément de mal à reprendre ma vie en fait en main, mais c'était quand même vraiment mon objectif. Je ne voulais pas que finalement cette anomalie génétique fasse de moi quelqu'un de pas heureux. Donc j'ai vraiment repris tout ça comme ça. Et j'ai décidé aussi de mettre à profit dans mon travail ces heures-là et mes heures de bénévolat en allant faire des ateliers, dans des hôpitaux. Et ce qui est assez fou, c'est que en fait cette histoire va se faire parce que forcément en France, au moment où Angelina parle, on cherche un témoignage et donc forcément dans l'hôpital dans lequel j'ai été opérée, tout le monde connaît mon histoire et le lien va se faire qu'une de mes amies dans une rédaction d'un journal très connu va me contacter pour me dire il faut que vous parliez en fait. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de recueillir les mots d'une femme française qui a vécu ça et étant un peu pionnière, parce que c'est vrai que ce geste-là, aussitôt, aussi jeune, n'avait pas été fait sur d'autres femmes. Je me dis, il faut que je trouve vraiment le courage, parce qu'il est vraiment question à ce moment-là précis. Après, on m'a parlé de plein d'autres choses. C'est-à-dire que de faire cette intervention, je ne me suis pas du tout trouvée courageuse. En revanche, vraiment, pour moi, le courage, il a été au moment de témoigner et ensuite au moment de monter l'association. Parce que je pense que vraiment, se mettre à nu comme ça, parler de cette histoire familiale en fait, alors que d'autres membres de ma famille n'avaient pas encore été testés. C'était vraiment un sujet qui était très tabou, Oui, à ce moment-là, je pense que il faut trouver le courage de le faire. Et je le fais pour une seule et unique raison, c'est que ma sœur, elle, est porteuse de cette mutation aussi, et elle n'a pas trouvé finalement le moment encore d'aller au devant de tout ça, parce que voyant comment je crois que c'est galéré, je pense que le mot est juste, de galère en galère pour parvenir à lui montrer que je m'en étais sortie et que j'étais relevée. Voilà, j'accepte de le faire parce que c'est elle qui m'en parle, un peu en me lançant ce défi, en me disant si elle accepte de témoigner, on a gagné. Alors, vous y êtes allé comme vous avez dit, vous avez créé une association et vous tenez la main de nombreuses femmes et de nombreuses familles touchées également par la mutation de ce gène BRCA. Laetitia, avez-vous espoir que la science, la recherche va venir un jour rompre cette transmission qui touche votre famille et celle que vous côtoyez? Oui, effectivement, j'ai d'abord tenu la main à ma sœur et encore une fois, cette démarche-là, elle était vraiment pour elle. J'en ai parlé à la France et aux médias pour ça. J'imagine tenir la main de mes filles maintenant dans quelques années. Le message est vraiment là et je vais me reprendre parce que c'est très important qu'on clôture là-dessus. C'est que, évidemment, aujourd'hui, pour moi, j'ai tenu la main de ma sœur. Je veux tenir la main de mes filles dans cette démarche et dans cette prise en charge parce que pour moi, c'est l'avenir. Je ne sais pas à l'heure qu'il est aujourd'hui si elles sont porteuses ou non. Et finalement, je pense que ça a vraiment peu d'importance parce que j'ai vraiment foi, en fait,
voilà, en cette génétique, en l'explication, en la découverte de ces nombreux gènes, parce que finalement, il en existe plus de 80 aujourd'hui, et c'est aussi grâce à ça qu'on peut faire énormément de travail sur aussi une adaptation thérapeutique pour ces découvertes de mutations en cours de traitement. Et tout ça, ça avance à grande échelle, ça avance à grands pas. Ben, je dirais ce travail qui a été entamé, parce que quand on commence à parler, ce qu'il y a de formidable, c'est que finalement, tous les tabous en fait commencent à tomber, et c'est là que c'est fort de sens, parce que derrière on fait aussi des levées de fonds, on récolte énormément d'argent aussi pour ça, pour pouvoir soutenir le travail de nos chercheurs. Je veux pouvoir offrir aussi à toutes ces familles la possibilité d'être accompagnées, et je crois que ça c'est la plus belle des réponses, je dirais, à ce facteur de risque. Et le sujet est très vaste, et on est aux prémices de la génétique aujourd'hui, de l'oncogénétique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de façon générationnelle, et c'est ça que je veux laisser en fait à mes filles. Alors, un grand merci Laetitia pour ce témoignage très sensible, très émouvant, et puis merci pour la belle énergie et tout l'espoir que vous portez en vous. Si ce podcast de la série BRCA J'en parle vous a aidé, ému, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube Et si on parlait du cancer. Cette série BRCA J'en parle a été développée avec le soutien d'AstraZeneca France et MSD France en partenariat avec les associations BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Ce podcast n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Il a pour but de partager un témoignage utile pour les personnes concernées par un cancer lié au gène BRCA. Chaque témoignage est unique et fondé sur une expérience personnelle. En cas de questions ou doutes sur votre traitement ou sur une maladie, consultez votre médecin.